Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Vous êtes à Avignon pour justement préparer ce congrès. Le vote aura lieu ce soir. On va en parler. Un mot sur ce qui s'est passé hier au Trocadéro. Le premier secrétaire du Parti socialiste, au nom du parti, a employé pour la première fois officiellement le terme de génocide pour décrire ce que l'armée israélienne fait à Gaza. Il explique qu'il y a intentionnalité, que désormais ce terme est justifié. C'est la position officielle du PS donc ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de vote dessus, mais c'est la position du premier secrétaire du Parti socialiste. Mais moi, je pense qu'il faut employer ce terme avec parcimonie, ne serait-ce que en mémoire de ceux qui ont subi la Shoah. Mais nous sommes quand même dans une guerre aujourd'hui d'anéantissement à Gaza, et il faut mesurer la situation telle qu'elle est et essayer d'obtenir la levée de l'embargo humanitaire et alimentaire. Depuis la visite de François Mitterrand à la Knesset, l'histoire entre le PS et Israël, c'est une histoire compliquée. En ce moment, on a l'impression que le PS n'a plus d'intérêt pour Israël. Je ne dirais pas ça. Je pense que le PS a beaucoup d'intérêt pour Israël, mais ne se reconnaît pas aujourd'hui dans les conséquences du moment que nous traversons, particulièrement depuis la décision du gouvernement Netanyahou du 4 mai de réintervenir à Gaza et depuis plusieurs mois, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rentrée alimentaire et humanitaire dans Gaza. Donc les actions qui sont entreprises au niveau européen pour renégocier les accords d'association, c'est approuvé par le PS. Il faut repenser cette relation avec Israël. Je pense que c'est un élément de pression. Il ne s'agit pas de remettre en cause les accords avec Israël, mais il s'agit de faire pression sur le gouvernement Netanyahou qui aujourd'hui est sur une logique d'anéantissement des Palestiniens à Gaza. On peut distinguer tout à fait, je pense, un gouvernement qui a une inspiration d'extrême droite. Nous les combattons en France, on peut les combattre aussi en Israël, et Israël même. Et puis on peut même penser que rompre avec cette politique permettrait à Israël de retrouver sa place dans le concert des nations. Alors vous êtes en visio aujourd'hui parce que vous êtes à Avignon, vous êtes en campagne pour le congrès. Comment ça se passe sur le terrain ? Les débats sont à fleur et moucheté ou c'est vif ? C'est à fleur et moucheté. Parce que le Parti socialiste a été traumatisé du précédent congrès, celui de Marseille. 2023. Un peu trop à fleur et moucheté à mon goût. Pardon. Oui, 2023, donc c'était il y a 2 ans. 2023, oui, absolument, qui est un congrès où il y avait eu de grandes divisions et de grandes difficultés à se rassembler au moment final. Et donc aujourd'hui, un peu traumatisés, les socialistes débattre, et évidemment, mais à mon avis ne posent pas assez les enjeux de ce congrès. C'est quoi les enjeux de ce congrès ? Parce que le processus électoral est compliqué. L'enjeu de ce soir, c'est quoi ? Alors l'enjeu de ce soir, c'est le Parlement. Voilà, c'est le Parlement du Parti socialiste, parce qu'au Parti socialiste, on vote d'abord pour le Parlement et ensuite pour le président, c'est-à-dire le premier secrétaire du Parti socialiste. Et comme dans l'ancien temps où on avait les élections législatives avant l'élection présidentielle. L'enjeu de ce congrès, c'est tout simplement l'autonomie du Parti socialiste. Nous pensons à quelques-uns, et assez nombreux d'ailleurs, que le Parti socialiste s'est trop subordonné à Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise. Nous étions en désaccord avec la NUPES, nous étions en désaccord avec le nouveau Front populaire. Nous pensons que le Parti socialiste doit avoir sa propre stratégie, sa propre pensée politique, doit rompre avec la radicalité. L'évolution de Jean-Luc Mélenchon instrumentalisant la situation au Moyen-Orient pour construire un antisémitisme d'atmosphère ne nous va pas, et il faut prendre ses distances. Alors quand on lit les 3 motions, on liste là, même chez Olivier Faure, on entend que c'est terminé. Jean-Luc Mélenchon, depuis notamment la rupture sur le budget de 2025, Olivier Faure garantit cette autonomie. Alors Olivier Faure garantit l'autonomie avec Jean-Luc Mélenchon, pas avec son programme, puisque nous sommes toujours dans le programme du nouveau Front populaire. Et donc la radicalité politique sur tous les sujets, et nous le voyons sur le Moyen-Orient, est toujours là. Et donc nous pensons que maintenant il serait temps, vu les événements à l'échelle internationale tels que nous les
voyons que le Parti socialiste écrive son propre manifeste, sa propre orientation, ses propres propositions pour l'ensemble des Français. Alors dans ce jeu à trois, il faut être l'un des deux, c'est ce que disait Bismarck, et là il y en a trois. Quel est le calcul de Boris Vallaud, patron du groupe parlementaire? Pourquoi est-il venu dans cette bataille? Bien parce qu'il avait des divergences avec Olivier Faure, ils n'étaient pas d'accord sur la question du budget, le débat c'est autour du budget, ils ont des désaccords sur le mode de fonctionnement du Parti socialiste, et on le comprend vu la situation actuelle du PS qui perd encore des adhérents malgré les coups de clairon de la direction sortante disant qu'on est dans la progression. Et donc il a décidé de partir au débat tout seul sur son propre texte d'orientation, ce qui évidemment affaiblit un peu la direction sortante. Mais ce soir, il peut se retrouver en position de faiseur de roi. Parce qu'après cette élection du Parlement, il y aura donc la bataille pour le premier secrétaire. Et là, les ralliements, le soutien de Boris Vallaud risque de coûter cher. Oui, mais Boris Vallaud ne peut soutenir personne. Il peut pas être sur une orientation visant à rassembler l'ensemble des socialistes, puisque c'est ce qu'il dit. Il dit que aujourd'hui il faut se rassembler et qu'il n'a pas de préférence. Et puis au deuxième tour, puisque c'est de ça dont il s'agit, choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, à mon avis, il sera sur la position logique non pas l'abstention, mais de ne pas donner de consigne de vote. Les Républicains, lors de leur dernière campagne interne pour la présidence du parti, ont multiplié leurs adhérents par 3. Le Parti socialiste reste bloqué autour de 40 000 adhérents. Et encore, il y a eu une bonne arrivée d'adhérents lors des législatives de l'été dernier. Pourquoi le PS n'attire plus ? Bien précisément, c'est l'objet du Congrès, parce que le PS n'a plus de position d'organisation. Aujourd'hui, vous seriez bien normal de dire quelle est l'orientation du Parti socialiste. L'orientation du Parti socialiste, c'est de suivre généralement ce que dit, pense et fait la France insoumise, ou la fraction la plus radicale de la gauche. Ça a toujours existé, une fraction radicale de la gauche, mais le Parti socialiste, c'est tout à fait autre chose. C'est un parti de réforme, c'est un parti de gouvernement, c'est un parti qui veut transformer la société par la loi, qui a un certain nombre de principes et de valeurs, et qui doit l'exprimer dans une nouvelle période politique qui est pour le moins chahuté. Ça doit se passer à l'intérieur du parti, cette redéfinition d'un programme, d'un discours, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs, c'est-à-dire des états généraux de la gauche, les think tanks, une académie Léon Blum? Alors, je pense qu'il faut aller vers un nouvel Épinay. Vous savez ce que c'est qu'Épinay? C'est le moment de la SFIO, où la SFIO est passée au nouveau Parti socialiste, et du nouveau Parti socialiste au Parti socialiste, avec François Mitterrand. C'est un moment où il y a eu un rassemblement d'hommes et de femmes qui étaient à l'extérieur du Parti socialiste pour créer ce parti que nous connaissons aujourd'hui et qui a bien périclité. Oui, il faut trouver, alors le terme, on dit Épinay dans notre vocabulaire, mais il faut trouver les raisons, les moyens, pardon, de nouvelles assises pour refonder d'un certain point de vue le Parti socialiste dans une autonomie vis-à-vis des autres forces telles que nous les connaissons aujourd'hui. Beaucoup de voix à l'intérieur du parti disent que le vainqueur de la séquence actuelle, en fait, c'est aucun des 3 candidats, mais c'est plutôt François Hollande. François Hollande présent médiatiquement sur beaucoup de sujets, et François Hollande qui a réussi à se remettre en selle comme présidentiable dans les sondages. Vous savez, François Hollande a toujours été là. C'est l'ancien président de la République, et les socialistes doivent prendre en compte à la fois son apport, sa capacité politique dans une période où les questions internationales et les questions régaliennes sont des questions déterminantes pour l'ensemble des Français. Mais je constate qu'il n'a même pas pris position pour le Congrès. Vous n'avez pas entendu l'ancien président de la République dire qu'il était pour un tel ou pour un tel. Non pas qu'il se désintéresse du Congrès, mais il ne veut pas s'impliquer, puisque au fond, le seul argument de la direction sortante d'Olivier Faure est de dire que si Nicolas Meyer-Rossignol l'emporte, c'est la victoire de François Hollande, alors au secours, il revient, ils vont revenir tous, etc., moi y compris. Donc on peut pas accepter ce retour. Je pense que cet argument est un peu faible. Il ne prend pas en compte la nécessité de rassembler tous les socialistes, quel que soit leur âge, ce qu'ils ont fait dans l'histoire de la gauche.
À l'automne prochain, quelle doit être l'attitude du Parti socialiste sur le débat budgétaire? Garantir un pacte de non-censure parce qu'on ne va pas risquer un renversement de gouvernement à 3 mois des municipales, ou être intransigeant et aller au clash, éventuellement renverser le gouvernement s'il le faut, quitte à risquer une dissolution? Alors, d'abord, je pense que cela dépend de ce que proposera le Premier ministre. Laissons-lui la possibilité de présenter un budget qui puisse répondre aux problèmes des Français. Ensuite, moi, je suis très défavorable à des solutions qui viseraient à renverser le gouvernement dans le moment présent. Il faut faire une pression maximum, et si nous ne sommes pas d'accord avec le budget, voter contre, le dire aux Français pourquoi nous sommes contre, mais il ne s'agit pas, à mon avis, après les socialistes et le groupe parlementaire discutera, de dire dès maintenant que nous allons renverser ce gouvernement. Le grand changement, ça sera 2027, donc d'ici là, il faut chercher une forme de stabilité. Quelle est la bonne méthode, selon vous, pour dégager le candidat de la gauche à 2027? Est-ce qu'il faut une primaire de Ruffin à Glucksmann? Est-ce qu'il faut attendre la décantation des sondages? Je demande d'abord qu'il faut se construire, qu'il faut construire une offre, et puis après, il faut que le Parti socialiste soit en capacité de présenter un candidat. Et nous l'avons toujours fait. Il y a toujours eu un candidat socialiste à l'élection présidentielle et une union aux élections législatives. Il n'y a pas de raison de changer. Nous avons changé d'orientation et nous nous sommes subordonnés à Jean-Luc Mélenchon pour sauver les meubles, un peu sur une orientation de cache-misère, voilà, pour garder quelques parlementaires. Ça nous coûte très cher dans l'opinion aujourd'hui. Nous ne sommes pas reconnus. Nos candidats à l'élection présidentielle ont du mal à dépasser les 5 ou les 8%. Il faut changer complètement de braquet et d'orientation. Donc il faut avoir son programme, avoir un nouveau manifeste, et puis entre nous, entre tous ceux qui partagent l'idée d'une gauche de gouvernement, être capable de désigner un candidat. C'est pas non plus un problème insurmontable. De toute façon, vous voyez bien la situation. Glucksmann ne veut pas être dans une primaire dans laquelle il y aurait Jean-Luc Mélenchon, et François Ruffin veut une primaire dans laquelle il y aurait Jean-Luc Mélenchon. Il va plus loin, il va jusqu'à Poutou. Donc, on voit bien que tout ça n'a pas de sens. Il faut reprendre notre destin en main et se présenter aux Français dans notre identité propre. Allez, un pronostic pour ce soir? Il y a 3 listes, quoi, 40-40-20? Non, je pense que Nicolas Meyer-Rossignol sera devant, qu'il y aura en 2 Olivier Faure et en 3 Boris Vallaud. Eh bien, merci infiniment Jean-Christophe Cambadélis, et au plaisir de vous voir à Paris pour commenter les résultats. Absolument. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45. Votre invité sera Shannon Seban pour son nouveau livre Française juive et alors.